merci d'être venu. Bonjour Marcel Gauchet, merci d'avoir invité notre invitation. Marcel Gauchet nous rend visite à la librairie Kléber pour la parution de son dernier volume de cette tétralogie qui a pour titre L'avènement de la démocratie. Ce dernier volume couvrant la période allant de 1973-74 à nos jours. Marcel Gauchet est directeur d'études émérite à l'EHESS et rédacteur en chef de la revue Le Débat qui a maintenant 27 ans d'âge. Ce qui n'est pas si fréquent pour une revue d'idées en France. Marcel Gauchet est un spécialiste de ce régime très étrange qu'on appelle démocratie. Régime étrange parce qu'il est toujours en quête de lui-même, il s'interroge toujours sur lui-même. Et ces 4 volumes retracent l'évolution, les différentes crises de croissance qu'a connu ce régime en Europe et particulièrement en France, avec ce trait directeur qui est le passage de l'hétéronomie à l'autonomie, c'est-à-dire le passage d'un mode de structuration de la société fondé sur la religion à un mode de structuration, à une structure purement politique. Donc le schéma est assez simple, mais il s'étale sur 5 siècles, puisqu'on est passé de la religion comme politique à la religion par et avec les politiques, et désormais à la politique, ou le politique seul comme mode de structuration de nos sociétés. Alors c'est un fort volume qui fait 750 pages et qui brasse une quantité de données et une matière telle qu'on ne pourra pas la résumer, c'est-à-dire il n'y aurait plus d'intérêt à lire le livre si c'était le cas, et qui parcourt à la fois, bien sûr, l'histoire, mais aussi la philosophie, mais aussi l'anthropologie, et jusqu'à la psychologie, puisqu'on va aller des grands ensembles de l'État, de la société civile, jusqu'à l'individu contemporain que nous sommes. Alors, ce livre est un livre de penseur, c'est-à-dire qu'il va à la fois creuser les apparences auxquelles on s'attarde et on s'attache habituellement, et lever aussi un certain nombre de paradoxes. Le premier paradoxe, on le connaît bien, c'est cette idée très répandue aujourd'hui de déclin de la France, de déclin et de pessimisme des sociétés européennes qui s'interrogent non seulement sur leur avenir, mais déjà sur leur présent. Or, loin d'être un déclin, Marcel Gauchet nous explique dans son livre qu'il s'agit en fait d'un nouveau moment, d'une nouvelle crise, mais une crise de croissance de la démocratie qui entame son ultime étape depuis une quarantaine d'années. Et puis cette autre apparence, qui n'en est presque pas une, et sur laquelle Marcel Gauchet met l'accent, il montre toute l'importance de notre histoire, c'est ce moment qu'est la crise de 1973 avec le quadruplement du prix du pétrole. Une crise qui finalement a été sous-estimée et à laquelle elle redonne toute son importance, puisqu'il montre bien que ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est une espèce d'explosion souterraine dont les effets se font sentir encore maintenant. Seulement, c'était resté inaperçu. Vous reprenez l'expression de Pascal Horry quand il parle de révolution de 1975, donc c'est ce moment des années 73-75 sur lequel commence ce livre. Et donc cette dernière et ultime étape, qui est une dernière à la fois logiquement et chronologiquement de la mutation de la démocratie, c'est l'instauration du politique comme seul référent, comme seule structure de notre société. Petit à petit, ces 2 siècles de repères de la vie politique qui disparaissent. Ces 2 siècles, ce sont les affrontements entre le religieux et le politique, qui finalement, faute de combattants, s'estompe et disparaît d'une certaine façon. Le politique se déradicalise, le religieux se dépolitise, et nous voilà aujourd'hui. Ce qui veut donc dire que ce qu'on prend habituellement comme la dernière étape historique importante mondiale, et d'un point de vue géopolitique, à savoir
1991 avec la chute de l'URSS, du bloc communiste et la chute du mur de Berlin, n'est qu'une illusion. Les choses étaient déjà en place 20 ans auparavant, notamment avec ce décrochage du dollar par rapport à l'étalon or, décrochage qui, on le voit aujourd'hui, a permis une émancipation de la finance et une financiarisation de l'économie. On sait de quoi on parle. Et donc, il s'agit de revenir antérieurement à cette chute du mur. Alors la première question que je vais vous poser, qui est purement rhétorique, concerne ce thème de la fin du religieux, de la sortie du religieux, sur laquelle vous avez beaucoup travaillé. Et je me suis demandé, on voit effectivement un affaiblissement de la pratique religieuse, un affaiblissement du christianisme. Vous notez cependant qu'il ne faut pas sous-estimer le potentiel de renouveau du théologique. On sait par ailleurs que, quel que soit le type de croyance, il reste ce que Julia Kristeva appelle un incroyable besoin de croire. Et je me suis demandé si finalement cette perte des valeurs religieuses et des valeurs en général, et cette assomption du politique comme seul déterminant de nos sociétés, pouvait suffire et n'était pas aussi une des sources de notre malaise contemporain. Alors, il y a beaucoup de questions dans la question que je vais essayer de prendre les unes après les autres. Je ne parle pas de fin de la religion. Et je crois justement que ça a été une des illusions qu'on a pu avoir en fonction du fait, lui bien attesté, du recul de l'emprise des religions sur l'organisation de la vie collective et la façon de définir la collectivité. Il y a eu un retrait du rôle structurant du religieux, mais le religieux demeure. Justement, je dirais, au fond, dans les 2 derniers siècles de l'histoire européenne, le religieux a changé de sens. Il était la chose collective par excellence, la chose qui est destinée d'abord à fédérer les esprits et à unir les collectivités, ce qui fait que d'ailleurs l'élément de la croyance était très relatif dans ce cadre par rapport à la pratique communautaire en quelque sorte. Hein. C'était destiné à faire lien et après tout les croyances de fond étaient peu importantes. Et aujourd'hui, c'est là, je crois, la grande particularité européenne à l'échelle du globe, l'exception européenne d'une certaine façon, le religieux est devenu l'individuel par excellence. C'est-à-dire quelque chose qui n'est pas organisateur pour la vie collective, mais qui en revanche peut revêtir une très grande importance pour les personnes. Et justement, à ce moment-là, c'est plus le rituel, c'est plus l'observance, c'est plus la pratique qui compte, c'est le rapport personnel, donc la croyance, l'engagement de l'individu dans un message spirituel qui devient le facteur véritablement organisateur. Et alors, ça amène à l'autre partie de votre question. La particularité extrêmement déroutante du mode d'organisation de nos sociétés aujourd'hui, c'est que ce qui est fédérateur, ce qui est véritablement intégrateur, qui rassemble les personnes, n'est plus de l'ordre d'une idée, n'est plus de l'ordre d'une pensée, d'un contenu explicite auquel on peut se raccrocher, mais de l'ordre d'une infrastructure sous-jacente. Et de ce point de vue-là, on a vécu en très peu d'années un changement absolument radical. La communauté se définissait comme une communauté des esprits. Et elle se définit finalement comme une communauté d'appartenance sous-jacente.
ce qui fait que cette appartenance-là ne suffit pas à définir des identités personnelles ou même collectives, et qu'on va les chercher effectivement ailleurs, éventuellement dans la religion, dans bien d'autres choses, et surtout, c'est une question qui revient à chaque individu en particulier, avec ce que ça suppose d'ailleurs de flottement, d'incertitude dans la période de transition où nous sommes, où chacun ne sait trop à quel sein se vouer, si j'ose dire. Et d'une certaine façon, le surgissement du problème des identités, qui est un fait nouveau, récent, est le témoignage de cette chose. Mais l'énorme différence de la problématique des identités par rapport à l'organisation communautaire qui pouvait prévaloir auparavant, c'est que les identités sont singulières par définition. Donc, en effet, notre société pose une question aux individus en leur disant, une fois que vous êtes rassemblés, à quel titre, vous, personnellement, considérez-vous que vous pouvez vous lier avec vos pareils? Et ça, c'est un changement énorme dans la façon de se regrouper, de s'identifier, avec l'impression, d'ailleurs, de balkanisation, de pulvérisation que donnent les sociétés contemporaines, alors qu'elles sont en réalité incomparablement intégrées. Nous vivons dans les sociétés probablement les plus stables qui ait jamais existé, en réalité, en dépit du sentiment que nous avons d'une espèce de désordre immaîtrisable. Mais ce désordre est un produit d'un ordre plus profond qui, lui, est extrêmement solide, mais qui ne répond pas aux questions intellectuelles, spirituelles, identitaires des individus. Voilà un tableau tout à fait nouveau dans lequel, aujourd'hui, il faut comprendre les problèmes du religieux. Et personne, je ne suis pas prophète, c'est le genre de chose, j'ai un scepticisme assez prononcé par tempérament presque. Mais je crois qu'on peut tout à fait concevoir un renouveau spirituel et un renouveau religieux, une redéfinition religieuse du christianisme, des autres religions ou traditions, peut-être à l'invention de nouvelles religions, mais qui seront extrêmement différentes de ce que les religions ont été dans le passé, c'est-à-dire des religions de l'individu, et non pas des religions de la collectivité. Alors l'autre chose qui peut surprendre lorsqu'on vous lit, c'est cette étape, encore une fois, concernant la forme politique de l'État-nation. Le cadre de réflexion, le fait massif aujourd'hui, c'est la mondialisation. Et vous expliquez que, parallèlement et en même temps qu'a lieu cette mondialisation, a lieu une désimpérialisation. C'est-à-dire que la forme empire, qui est la forme la plus ancienne d'organisation politique de l'humanité, disparaît de la scène, le dernier empire en date étant l'Empire soviétique. Or, si on regarde, bien qu'il ne faille pas trop le faire, mais enfin c'est un peu malgré nous, la réflexion qui court habituellement, c'est la suivante. Déjà, au moment de ce crack de 1973-74, le regard qu'on porte sur l'État change complètement. C'était auparavant, après la Seconde Guerre mondiale, l'État dit providence, l'État moteur de progrès, l'État protecteur, et l'acteur majeur dans la société. Or, on se rend compte à ce moment-là que l'État est dépassé par les événements, se révèle impuissant à endiguer le chômage, à endiguer la crise, ce qui commence à induire des enchantements vis-à-vis du politique, on aura l'occasion d'y revenir. On peut voir aussi le désengagement progressif de l'État, notamment en France au profit des régions par exemple. On peut voir également cette superstructure qui est l'Europe maintenant et qui relativise les politiques nationales et l'action des États particuliers. Or, vous dites qu'au contraire, on arrive à la forme de maturation extrême de l'État-nation. Oui, je le crois. Premièrement, n'oublions pas ce détail qu'il faut raisonner en dehors de notre cadre provincial. La province étant maintenant l'Europe, à l'échelle du vaste monde. La forme État-nation est devenue la forme politique de référence unique.